bienvenue dans Une semaine dans le monde. Toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes et c'est encore la crise de la dette qui domine l'actualité cette semaine. Une crise de la dette qui menace non seulement la croissance mais également la démocratie. Les chefs de gouvernement tombent les uns après les autres. Dernier en date, le grec Papandréou et l'italien Berlusconi. À leur place, des technocrates, des eurocrates à la tête de gouvernements d'union nationale, tous imposés par Bruxelles. La démocratie est-elle en danger? C'est la question que nous poserons à nos invités ce soir. La France est également dans la ligne de mire des marchés et des agences de notation. Le Premier ministre François Fillon a présenté lundi un plan d'austérité. Le mot faillite n'est plus tabou. Nous parlerons de l'Iran qui poursuit son objectif, obtenir l'arme atomique. Le dernier rapport de l'AIEA est tout à fait accablant. Une guerre contre Téhéran est-elle aujourd'hui envisageable? Je vous présente nos invités cette semaine. Carole Barjon, bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Nouvel Obs. Le Nouvel Obs d'ailleurs qui consacre sa une cette semaine à la crise, un dossier spécial crise 20 pages. Avec nous également Bruno Jeudi, bonsoir. Vous êtes le chef du service politique au JDD. Avec nous Marcus Marbry, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à l'International Herald Tribune avec lequel nous sommes partenaires. Et on attend d'une minute à l'autre Yvan Riofol qui est éditorialiste au Figaro. La crise donc de la dette qui s'est transformée au fil des semaines en crise politique. En Italie, Silvio Berlusconi jette l'éponge après avoir passé 17 ans sur la scène politique italienne et avoir échappé à de nombreuses affaires. Berlusconi qui cette fois n'a pas résisté à la crise. En Grèce, c'est Georges Papandréou qui a démissionné. C'était mercredi. Il a été remplacé par un économiste, Loukas Papademos, qui fut le bras droit de Jean-Claude Trichet. Je vous propose tout de suite de voir Loukas Papademos en images et l'écouter. Il a prêté aujourd'hui serment à Athènes. Je remercie personnellement M. Papandréou pour la confiance qu'il m'accorde. Le nouveau gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour faire face aux problèmes du pays. Je crois qu'avec la collaboration de tous, avec ce gouvernement d'unité nationale, nous allons atteindre notre objectif. Bruno Jeudi, est-ce que la démocratie est aujourd'hui en danger en Europe quand on voit ces gouvernements d'union nationale qui sont imposés par Bruxelles, des gouvernements technocrates, eurocrates, quand on apprend ce soir par exemple que le président du Conseil européen, Van Rompuy, dit que l'Italie aujourd'hui n'a pas besoin d'élections anticipées mais a besoin de réformes. Est-ce que la démocratie est en danger en Europe ? C'est vrai que c'est une des questions qui est sortie un peu de ce G20 où on a vu à la fois, alors on peut penser ce qu'on veut de l'initiative de Papandréou, mais des chefs d'État contester un référendum dans un pays de l'Union européenne. Un président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, tensé par ses voisins et homologues, et placé sous tutelle comme ça, de manière assez brutale par Christine Lagarde. Tout ça, au fond, on se dit, c'était des choses qui se passaient peut-être il y a quelques années pour des pays du type africain ou autre, et aujourd'hui on voit que ça se passe en Europe. Et c'est vrai que ça appelle la question de la démocratie et de cette Union européenne qui, au fond, est déjà assez contestée dans de nombreux pays, et notamment en France, où les eurosceptiques ont toujours été très nombreux. En tous les cas, c'est pas très, j'allais dire, c'est plutôt inquiétant comme situation. Maintenant, jusqu'où ça ira? Il faut voir que l'Europe fait face à une crise de la dette absolument extraordinaire et que des mesures en urgence doivent être prises. On a bien vu que cet été, il y a quand même eu une chose incroyable qui s'est passée. Au mois de juillet, il y a un sommet européen qui prend des mesures et finalement, il faut attendre quasiment la fin du mois d'octobre pour que tous les parlements aient ratifié la décision de créer ce fonds de sécurité, par exemple. Donc, c'est vrai que le temps de la démocratie peut-être est également peut-être trop lent par rapport à celui des marchés. Moi, je crois que c'est ça le vrai problème. C'est que effectivement, quand on voit, quand Papandréou avait annoncé la tenue d'un référendum en janvier, mais le problème, c'est que les marchés, pendant ce temps, continuent de spéculer et qu'on ne peut pas attendre aussi longtemps. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel s'étaient un peu énervés contre lui. De même que, effectivement, des élections en Italie en février, ça ouvrirait une période d'instabilité, de campagne, enfin de tas de choses, alors qu'il s'agit de prendre des mesures Donc on donne la parole au peuple, immédiates pour assurer les marchés.
Et c'est bien le problème, c'est que quand on travaille au fond sous la pression des marchés, c'est vrai que la démocratie en pâtit, ça c'est clair. Donc c'est une vraie question, oui. Mais je pense que le problème, c'est pas vraiment avec ni Bruxelles, surtout pas avec Bruxelles, peut-être avec les marchés, c'est vrai, mais même pas avec les marchés. Je peux te dire qu'il y a une crise au sein des classes politiques en Europe, et même on peut dire dans l'Occident, dans tout l'Occident. Donc si on avait confronté ces problèmes il y a longtemps, hein, on avait eu plein d'années, même des décennies, on peut dire, pour confronter ces problèmes, pour résoudre ces problèmes. Donc là, la démocratie aurait pu fonctionner peut-être, mais la démocratie dans ce côté-là n'a pas fonctionné. Ces dirigeants politiques n'ont pas fait leur boulot. Oui. Donc c'est pour ça que les marchés sont arrivés. Et comme a dit, pourquoi ils n'ont pas fait leur boulot? Parce qu'ils ont pris justement trop de temps, parce que les décisions... Ou même pas, ou rien de tout. On n'a rien fait de tout. Enfin, on a laissé engrossir cet endettement sans rien faire. Même, on a eu des chiffres qui n'étaient pas les vrais chiffres. Donc c'est vrai... Parce qu'on le voit en France, par exemple, François Fillon avait déjà dit en 2007 que la France était en faillite. Il s'est fait remonter les bretelles par le président Sarkozy. Et finalement, aucune mesure n'avait été prise dès 2007, alors que le constat était fait par le Premier ministre. Oui, il y a eu des réformes engagées, notamment la réforme des retraites, qui a largement contribué peut-être à soulager en partie la situation de la France, encore que ce sont des mesures qui produisent des effets sur le temps. Donc effectivement, François Fillon avait tiré la sonnette d'alarme. C'est vrai que depuis, on a continué à vivre un peu sur cet État-providence, et c'est la crise de l'État-providence qui se produit aujourd'hui globalement dans les différentes démocraties européennes. Yvan Rioufol, c'est la crise de l'État-providence aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Vous avez écrit d'ailleurs un papier aujourd'hui dans le Figaro qui est intitulé « Le monde nouveau oblige la France à de nouvelles règles », où justement vous parlez de cette crise de l'État-providence. C'est-à-dire qu'il est inutile d'accuser les banquiers, les agences de notation, les spéculateurs, le capitalisme. Non, c'est une crise de l'endettement, c'est une crise des États-providence, c'est une crise de la social-démocratie, c'est une crise qui est générale à toute l'Europe, c'est une crise dans le fond du socialisme, dans ce qu'il a pu apporter de surprotection et de déresponsabilisation d'ailleurs des citoyens. Et c'est cette crise-là qu'il s'agit de régler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pose mal le problème si l'on pense qu'il suffit de mettre les banquiers en ligne de mire ou de dire que ce sont les agences de notation qui se trompent. Et alors naturellement, ça demande un effort considérable pour ces gouvernements qui précisément ont été de ceux qui ont poursuivi ce type de politique. Donc on demande à des gouvernements qui ont suivi cette politique depuis 35 ans, ou plus que ça, de changer diamétralement de politique, de changer de monde. Et donc il y a là une révolution intellectuelle, une révolution mentale qui est considérable à porter. Et naturellement, qui devait être soumise à l'impératif des réalités. On en est là aujourd'hui. Donc, moins d'État-providence, Carole Barjon, c'est ce qu'il faut, si je vais juste tacler un peu Yvan. Ça n'est pas qu'une crise du socialisme. Je veux dire, c'est une crise de la responsabilité politique. Voilà. Je veux dire, Silvio Berlusconi, que je sache, n'est pas spécialement socialiste. Et il y a on a creusé les déficits en Italie. Je veux dire, la crise du socialisme, comprenez-moi, c'est une crise des social-démocraties qui ont été inspirées dans le fond par même par ces pays qui sont pas comme ça. Par exemple, les États-Unis et Grande-Bretagne. Mais bien sûr. On confronte aussi des crises très très importantes. Encore, on peut dire dans quelque façon peut-être pire qu'en Europe. Alors qu'il n'y a pas autant d'État-providence, par exemple, aux États-Unis qu'il n'y en a en France. C'est que ce n'est pas une crise du libéralisme, comme on le dit. Au contraire, le libéralisme est appelé aujourd'hui à pallier, c'est précisément les déficiences de l'État-providence. Mais c'est quand même une crise. C'est ce qu'on voit en Grèce. De la responsabilité politique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une crise de la responsabilité. C'est une crise de. Parce que depuis c'est une crise de confiance, bien sûr. En France, ça fait 30 ans effectivement que quand même on creuse les déficits, que ce soit Chirac, Mitterrand, bref, droite-gauche confondue. En Grèce, je ne fais pas de dessin. Je crois que la classe politique grecque. Tous les gouvernements qui sont succédés n'ont jamais réussi à faire lever des impôts normalement. La fraude fiscale est un sport national. Enfin bon, voilà. Donc je crois que c'est une crise de la responsabilité politique générale. J'irai même plus loin que vous. C'est une crise de la démocratie. Je suis arrivé un peu tard, pardonnez-moi, mais je vous entendais parler de cette déficience de la démocratie en Europe, où quand on parle de référendum, on crie au sacrilège. J'étais de ceux qui ont été particulièrement outrés de voir comment l'initiative de Papandréou, qui était peut-être effectivement mal fichue,
de demander l'avis des Grecs, de savoir s'ils étaient d'accord ou non de rester dans la zone euro, c'était en fait la question, de voir à quel point il s'est fait houspiller sur cette question-là. Et je trouve que c'était sur le fait de ne pas avoir prévenu ses partenaires, plutôt. Oui, peu importe, mais je trouve que ce on mépris... n'a pas le temps, peut-être, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Carole Barthes, ce mépris des peuples, et cette construction européenne qui se fait en dépit de la volonté des peuples de préserver leur identité, leur nation, leur argent. Inversement, Yvan Rioufol, je suis assez d'accord avec votre analyse. Ça pose une question, par exemple, en Italie, où au fond, le peuple a réélu et réélu plusieurs fois Berlusconi. Ça pose question sur cette société italienne et même les médias italiens, au fond, qui ont fermé les yeux sur un homme qui, au bout du compte, a amené son pays dans une grande difficulté. Ça pose la question de l'abus de confiance de ces Non, mais dans une grande difficulté, et aujourd'hui, on enlève, les marchés enlèvent, et les autres chefs de gouvernement voisins enlèvent ce chef de gouvernement italien et en mettent un autre. Vous disiez dans votre lancement, quelqu'un qui s'appelle Mario Monti. En gros, c'est l'homme des marchés qu'on installe à la place d'un homme qui avait été élu. Oui. Et donc, c'est vrai aussi quelque part. C'est vrai pour Papademos aussi, qui était quand même le bras droit de Jean-Claude Trichet. Ça accélère cette crise de la démocratie dont je parlais, justement. Et là, pour le coup, inversement, il y a aussi les peuples qui, parfois, devraient peut-être aussi être critiques sur... Les peuples font confiance. Non, mais les peuples font confiance. C'est-à-dire que les peuples ont élu Sarkozy ou ont élu Berlusconi sur des promesses, et on s'aperçoit que les promesses ne correspondent pas. Sarkozy, à la limite, ça a été une seule fois, mais Berlusconi, c'est plusieurs fois. Donc, sur la durée, il y a quand même eu... C'est un peu bizarre. Comme on a dit à la une du Monde hier, c'est un peu drôle quand même que ce sont les marchés qui enfin ont enlevé ce monsieur homme politique, on peut dire, qui a vraiment des problèmes assez graves, qui était même peut-être lui-même un exemple d'un problème, une crise au cœur de la démocratie italienne. Mais il a été élu par le peuple quand même. Oui, tout à fait, exactement. Mais il ne faut pas l'oublier quand même, ça. On parle justement de la démocratie, on tape sur Berlusconi, mais il a été élu par les Italiens. Et le fait du monde, le fait de la vie aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas besoin de l'argent des autres, c'est-à-dire les marchés, les investisseurs, si vous n'avez pas besoin de cet argent, vous pouvez mener vos affaires comme vous voulez. La Chine fait ce qu'elle veut. L'Italie, la France, les États-Unis, on n'est pas pareil. On a besoin de l'argent des autres, donc il faut qu'on marche comme le marché veut. C'est ça la vie. Mais moi, je trouve que c'est aussi une crise des politiques, les fautes des politiques par rapport à leur politique intérieure, mais aussi par rapport à leur politique européenne. Parce que finalement, quand on a construit l'Europe, et là je vais rejoindre un peu ce que vous disiez, c'est qu'on fait la monnaie unique sans qu'il y ait obligatoirement, et ça aurait dû être une obligation, d'harmonisation fiscale, budgétaire, etc. Je veux dire, c'est un non-sens. Donc c'est là aussi la limite. Alors justement, peut-être que cette crise va permettre d'arriver à cette Europe fédérale. En tout cas, aujourd'hui, la chancelière allemande, ce qui n'a pas toujours été le cas, l'appelle de ses voeux. Est-ce qu'on peut imaginer, Bruno Jeudi, qu'on va sortir de cette crise avec plus de fédéralisme, que va naître de cette crise une Europe fédérale? Il faut déjà d'abord en sortir de cette crise, parce que là, ce qui se passe actuellement, notamment après l'Italie pour la France, est absolument inquiétant et on ne sait pas du tout où on va. Donc, à court terme... C'est le tour de la France? Vous pensez que c'est la prochaine sur la liste? Je ne sais pas, j'espère que non, mais en tous les cas, on peut se poser la question. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que les spéculateurs ne s'attaquent pas à la France après avoir connu quelques succès sur les fronts grecs et italiens notamment. Donc, est-ce que... C'est vrai qu'à moyen terme, on voit bien que l'idée de fédéralisme, Carole le disait, progresse, et que même en France, des mots qui étaient totalement tabous, notamment au sein du parti majoritaire, l'UMP, ça progresse. La base UMP, une partie de la base UMP, je le dis avant que Yvan Rioufol me corrige, une partie de la base UMP aujourd'hui, à mon avis, est en train d'évoluer, à accepter le fédéralisme. Ça, c'est fort. Peut-être une partie de la base de l'UMP, mais n'oublions pas quand même, malgré tout, ce qui avait été la réponse des peuples, et la réponse du peuple français en l'occurrence, quand en 2005, on lui avait demandé de se prononcer sur la Constitution européenne et de se prononcer sur cette Constitution qui, précisément, était une Constitution à visée fédéraliste. Et qu'il l'avait refusée. Et ce que je veux dire par là, c'est que je comprends très bien, effectivement, cette réflexion, parce qu'on pense, il est logique, en tout cas, que l'on arrive vers une sorte
d'harmonisation fiscale, en tout cas d'harmonisation des règles sociales, en tout cas sur un périmètre de pays donnés, peut-être pas sur l'ensemble des pays. Mais il ne faudrait pas que ce fédéralisme que l'on cherche à imposer, parce que je vois bien effectivement que l'on martèle aujourd'hui fédéralisme, en vienne à négliger précisément les États-nations qui sont ce que veulent préserver les peuples quand on leur demande leur avis. Et donc, il ne faudrait pas vider de leur substance les souverainetés qui ont du mal précisément à exister, sachant que la France maintenant que le Parlement français ne vote plus que 20% des lois. Il y a déjà 80% des lois qui nous échappent. Et si en plus devait nous échapper le reste, c'est-à-dire et la fiscalité et le prélèvement de l'impôt et tout le reste, je pense que ce serait également incompris et refusé et rejeté même par les opinions. Les opinions aujourd'hui sont en train de prendre le pouvoir. C'est ça qui est intéressant dans cette crise également. C'est que vous avez la survenance d'un cinquième pouvoir, si je puis dire. Vous avez le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, médiatique. Et aujourd'hui, vous avez un cinquième pouvoir qui est le pouvoir de l'opinion, qui se lie à travers ce formidable forum qu'est l'Internet, qu'est le web, qui a pris pouvoir et qui est une influence qui n'est loin d'être négligeable aujourd'hui. Et beaucoup de choses se font aujourd'hui, me semble-t-il. C'est l'analyse que j'en fais, se font aujourd'hui au cœur de ce cinquième pouvoir qui est le pouvoir de l'opinion. L'opinion reprend un peu ce qu'on lui avait enlevé de pouvoir. Et on assiste à ça, me semble-t-il. Mais ça va mener l'Europe où? Enfin, c'est ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que si l'opinion publique ne souhaite pas plus de fédéralisme, plus de pouvoir à Bruxelles, exactement comment l'euro et l'Europe même peut sortir de cette crise. C'est ça que je ne comprends pas, parce qu'il me semble que ça va quand même mener on arrive à la contradiction de ce que vous évoquez, c'est-à-dire que cette Europe a été construite en dépit du bon sens, elle a été construite en mettant la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'avec cette monnaie unique, maintenant, soit on la garde, ce qui, pour l'instant, est la décision de la plupart des pays, en tous les cas des 17 membres de la zone euro, et il faut aller plus loin dans le fédéralisme, soit ça explose, et là, on bascule dans une autre situation. Mais pour l'instant, à court terme, les chefs de gouvernement et chefs d'État sont condamnés à trouver une nouvelle forme de fédéralisme pour tenir cette monnaie dans les pays. Qui soit en accord avec la volonté des peuples. Je reviens là-dessus. Je suis d'accord, Yvan, que si on interroge à nouveau les Français sur l'Union européenne sous une forme ou sous une autre, le résultat est connu d'avance. Non, parce qu'il y a un déficit de légitimité de la part de l'Europe depuis le début. Il ne fallait pas que cela s'accentue davantage et qu'elle s'enferme dans ce qui était devenu à l'époque l'Union soviétique, qui s'était également totalement déconnectée des peuples, des nations, et qui était devenue une sorte de monstre technocratique. On va faire une petite pause. On va se retrouver pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde. On va parler de l'Iran qui pourra donc bientôt acquérir la bombe atomique. Et puis nos éditorialistes nous diront ce qui les a marqués dans l'actu de la semaine, hormis évidemment la crise dont on a parlé relativement longuement dans cette première partie. À tout de suite.